Les amis, il y a une réflexion qui, en ce moment, a pignon autour de ceux et celles qui sont axés sur la question du changement. On entend des gens qui se lèvent en ce moment et qui appellent véritablement le MRC ou le professeur Maurice Kamto, indirectement ou directement, de venir donner ses voix, de venir les soutenir afin qu'ils puissent accéder à la magistrature suprême et mettre en place pour d'autres aussi des coalitions, etc., etc., etc. Je voudrais qu'on s'entende très bien. Récemment ici, le Conseil constitutionnel a invalidé la candidature du professeur Maurice Kamto au vu et au su de tout le monde. Avant qu'on arrive à ce moment, on n'a pas entendu presque tous ces acteurs politiques s'exprimer. On les a presque pas sentis. Le Conseil constitutionnel, qui est une émanation de Paul Biya, c'est-à-dire que Paul Biya décide de qui sera membre du Conseil constitutionnel et qui ne le sera pas. Paul Biya décide de qui sera membre du Conseil électoral au niveau de l'élection Cameroun et qui ne le sera pas. Le Conseil constitutionnel, de façon arbitraire, a rejeté et a décidé du rejet du dossier du professeur Maurice Kamto. Beaucoup d'acteurs se sont réjouis. Beaucoup d'acteurs ont dansé. Beaucoup d'acteurs ont jubilé. Beaucoup d'acteurs se sont dit « Ah ben tiens, on a mis hors d'état de nuire le candidat qui pouvait nous mettre mal à l'aise. » Et nous sommes très heureux justement de sa mise à l'écart. C'était sans compter sur le maillage territorial de ce parti politique qui est le mieux implanté au Cameroun après le RDPC. C'était surtout sans compter sur la capacité de ce parti politique à contrôler les élections sur le territoire national. C'était surtout sans compter sur la capacité du leader de ce parti politique à donner son mot d'ordre afin d'être suivi par l'ensemble des Camerounais. Seulement, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que je n'ai pas entendu suffisamment de Camerounais s'indigner sur la question du fait qu'il y a eu deux dossiers du RDPC qui soient insérés au niveau du Conseil électoral et qui soient passés. Et qu'au niveau du Manidem, qu'il y ait eu la même chose et que les deux dossiers soient recalés. Les gens n'ont pas regardé ça. Ou les gens n'ont pas suffisamment parlé, ou les gens sont suffisamment convaincus de ce que ça ne sert à rien d'en parler, c'est le RDPC, ils vont toujours gagner. Ok, admettons. Admettons que ce soit donc ça. Moi, je veux donc dire une chose qui est claire aujourd'hui. C'est que si Clément Atangana a rendu le verdict contre Maurice Kamto, et Clément Atangana a rendu le verdict contre les Camerounais, contre toute attente des Camerounais, il est encore clair que lorsqu'on va faire les élections du 12 octobre 2025, il sera question encore pour Clément Atangana de venir donner le verdict. Dites-moi, vous croyez qu'il vous donnera quel verdict? Clément Atangana vous donnera quel verdict? Ce sera le verdict en faveur d'un candidat de l'opposition? Je veux qu'on soit un peu d'accord. C'est la première question que je vais poser. Deuxième question. Les coalitions qu'on fait là, ça va servir à quoi? Quand Clément Atangana est encore là, avec tous les membres du même Conseil constitutionnel, ils auront encore décaissé de l'argent pour ne pas dire le droit. Expliquez-moi. Même si se trouverait que Maurice Kamto donne son accord pour qu'un parti politique porte ses aspirations, est-ce que le Conseil constitutionnel va dire le droit? Je vous pose la question. Est-ce que le Conseil constitutionnel va dire le droit? Alors, est-ce que les Camerounais, troisième question, les Camerounais vont-ils accepter alors que Paul Biya, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui est sur une photo, et donc on est en train de se battre pour faire sa campagne avec la photo, effectivement, que l'on vient dire que c'est une photo qui a gagné les élections au Cameroun? Moi, je veux que vous m'expliquiez ça. Moi, je veux que vous m'expliquiez ça. Je sais qu'en ce moment, et c'est eux qui disent que nous sommes un pays démocrate. L'État est debout. Voilà l'État qui est debout, qui est en train de faire sauter les pages des gens. Zumanto a déjà perdu une de ses pages. Et on se manque des pages bis. Pochuta a perdu sa page. Peut-être qu'il reste la mienne, qui vont bientôt faire sauter. Mais ne vous en faites pas. Telegram est là et je vais créer une nouvelle page. Je vous orienterai et vous me retrouverez sur cette page-là automatiquement. Ne vous en faites pas. Ne vous gênez pas. Il y a des pages bis que j'ai déjà créées. Ils font sauter, je vous donne l'information, déjà même que je vais vous donner l'information après ceci, de me retrouver sur l'autre page. Il faut commencer à vous y connecter, vous y abonner. Et c'est très important.
Donc, je vous posais des questions. Donc, dites-moi concrètement, est-ce que vous croyez donc que les coalitions que sont en train de faire les partis politiques maintenant, non. Je vois Toyumano Ndamjoya avec les Akeremuna, les Y. Ils sont en train de dire que non, on veut une coalition pour avoir c'est une connerie, les gars. C'est une connerie. Donc, ce qu'on vous a présenté le 5 août dernier ne vous a pas suffisamment renseigné. Vous n'avez pas suffisamment compris que si vous ne renversez pas le système, vous ne vous en sortez pas. Ok. Tenez-vous donc prêt que la photo, Paul Biya ou le régime en place, ils sont en train de tout faire pour vous imposer la photo. Une photo qui va gouverner le Cameroun. Alors je pense, et de façon sincère, je vais le dire et je ne voudrais pas qu'on dise que bon, de comme quand on n'est plus là, on donne des idées saugrenues aux gens. Non. En réalité, il ne devrait pas avoir élection. En réalité, les 12 candidats là ne devraient même pas se mettre dans cette configuration pour dire qu'on va à une élection. En réalité, il ne devrait pas avoir élection. Parce que c'est d'office perdu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est perdu parce qu'en fait, rendez-vous compte, rendez-vous à l'évidence que de tous ces 12 candidats, aucun de ces candidats n'a le poids territorial. Le MRC est dans toutes les... C'est-à-dire qu'il y a les unités du MRC partout au Cameroun. Eux, ils ont su effectivement mettre de côté le candidat le plus robuste à Paul Biya pour faire avec ceux qu'ils ont eux-mêmes choisis et laisser croire aux Camerounais qu'il y aura une élection et avec la complicité de l'ONU. Donc l'ONU également en ce moment est Paul Biya, le Conseil constitutionnel est Paul Biya, le Conseil électoral est Paul Biya, l'armée est Paul Biya, les médias Paul Biya, et au moment où nous parlons, peut-être Facebook aussi est déjà Paul Biya, parce qu'ils sont en train de faire sauter les pages des gens au fur et à mesure sur Facebook. Musulman a perdu sa page, Paul Tuta a perdu sa page, et c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Mais voilà donc la démocratie. Et voilà donc l'État qui est debout. Voilà donc l'État qui est debout. Voilà votre soi-disant État qui est debout. Ils ne supportent pas qu'on leur tienne tête. Ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne supportent pas qu'on leur rappelle que non, c'est faux. Donc je vous dis déjà, mes chers, 12 prochains candidats à l'élection présidentielle de 2025. Si vous croyez que vous aimez les Camerounais, si vous croyez que vous ne vous regardez pas, que vous regardez les Camerounais, c'est une élection à boycotter. C'est une élection à boycotter, impérativement. Parce qu'en face de vous, il y a une machine qui s'est mise en place pour ne pas dire le droit, pour ne pas dire ce qui sera choisi par les Camerounais. Et je voudrais justement rappeler à Issa Chiroma Bakary. C'est dommage qu'avec Issa Chiroma Bakary, c'est aujourd'hui que nous avons découvert Jana Nsoga, qui est la secrétaire générale d'Issa Chiroma Bakary, et qui fonctionne avec lui, et qui est une tribaliste avérée. Jamais on n'a entendu Chiroma se plaindre de Jana Nsoga. C'est la femme qui gère un immeuble à Douala que je connais très bien, qu'on appelle immeuble Diamaré, exactement au niveau du carrefour, idéal Dallas à Douala. Il y a un immeuble là comme ça, immeuble Diamaré. C'est elle qui gère ça. C'est l'immeuble de son feu mari, enfin de son feu mari, dit-on. Et aujourd'hui d'ailleurs, lorsque hier on est revenu sur la question, elle est repartie sur sa page Facebook faire encore une belle peinture pour dire que ben non, elle n'a rien à foutre de ce que vous dites. Donc, Chiroma pense véritablement que, excusez-moi, je vais dire ce que je pense, et avec mon narratif camerounais, donc que les Camerounais qui pendant 7 ans ont travaillé, ont bataillé, d'autres sont en prison pendant qu'on y est, d'autres en sont morts même pendant qu'on y est, d'autres au moment où nous parlons ont fui le Cameroun, sont muselés. Donc nous allons porter tout ça, dire à Chiroma que Chiroma prend avec une tribaliste dans ses rangs, même si nous voulons punir le Sud. Bon. C'est quand même une question que je me pose. Bello Bobo Maïgari, effectivement, n'est pas non plus quelqu'un sur qui on peut jeter notre dévolu parce que, ayant fonctionné sous l'ère Amadou Ahidjo, ayant fait toutes les 43 années avec Paul Biya, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que c'est des gens fiables? Est-ce que c'est des gens sérieux? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas penser que c'est des gens qui en fait étaient montés exactement par le régime? Déjà, quand j'écoute Chiroma parler, j'ai vu sa bande-annonce que je n'ai même pas pu partager. Il parle de la transition, de préparer la transition. Il ne parle pas de gouverner le Cameroun. Il parle de préparer la transition. Donc lui, il est là pour une transition, si jamais il parvient à prendre les choses et remettre bien sûr le pouvoir
certainement quelqu'un d'autre qui ne sera pas lui. Vous avez suivi également Belgouba Maïgari hier. On n'est pas loin de la même configuration. Décidément, alors on fait quoi? Les Camerounais doivent aller voter ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Les leaders qui sont dans les coalitions là, doivent continuer à aller aux élections, sachant que les Camerounais ont déjà compris que les dés sont pipés. Doivent-ils continuer à le faire? Alors je pense qu'ils devraient boycotter ça, et de façon fondamentale, boycotter ça complètement, parce que le même Clément Atangana et les mêmes membres du Conseil constitutionnel vont se mettre ensemble pour empêcher. Comment tu vas? Ça va bien? Ok, au téléphone. Les mêmes membres vont donc se concerter pour dire, bon, comme c'est nous qui décidons du droit et c'est nous qui rejetons les candidats, alors arrangeons-nous pour que même si le peuple camerounais a donné sa voix à Belgouba Maïgari, on rejette Belgouba Maïgari. Si c'est Issa Chiroma, on rejette parce qu'il va falloir que nous imposons une photo aux Camerounais. C'est très important. Et le reste des candidats, là, les gens qui sont sortis à 1 mois des élections qu'on ne connaissait pas là, je ne vous comprends pas. Vous venez, vous sortez d'où, les gars? Et ce qui est quand même curieux, j'ai fini par là, c'est Cabral Libye. J'ai un peu de la peine pour Cabral Libye parce que déjà depuis, avant le Conseil constitutionnel, je l'entendais très peu. Et maintenant encore, je l'entends très peu. J'ai lu Pitou qui a fait une sortie gros texte pour demander, oh là là, même quand on veut draguer l'électorat, on n'insulte pas les électeurs, Pitou. Et Christian Djok, bien qu'il puisse y avoir des gens qui soient contre vous, mais quand on veut draguer l'électorat, on use des mots, des stratégies, des idées. Pas qu'on s'attaque bien évidemment. Bon, je suppose que les gars seront contents parce qu'on a fait sauter la part de Paul Tchouta aussi. Et que Paul Tchouta est un anti-Cabral. Non, trouvez d'autres stratégies les amis. Et je me fais beaucoup de peine parce qu'aujourd'hui les Camerounais ressortent tout ce qu'on leur a versé sur le visage pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il va falloir maintenant faire? Allez les amis, c'était un sujet de réflexion. Réfléchissons ensemble et donnons-nous ensemble justement les solutions. Faut-il aller à l'élection présidentielle de 2025? Est-ce que les 12 candidats peuvent battre Paul Biya, qui a déjà le Conseil constitutionnel avec lui, qui a déjà Elekam avec lui et qui a l'ONU avec lui? Michel Ngachou, activiste camerounais exilé, soulève une question qui résonne fortement dans l'actualité politique. Faut-il vraiment aller aux élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun? Sa réflexion part d'un constat amer. Dans un environnement politique marqué par des manœuvres répétées, des blocages institutionnels et une perception d'injustice, l'acte même de voter semble, pour certains, vidé de sa substance. Pour comprendre la portée de son interrogation, il faut revenir sur les faits récents. Selon lui, l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel a été un moment clé. Une décision prise, dit-il, par un organe entièrement nommé par le chef de l'État en place, ce qui pose la question de l'indépendance et de l'impartialité de ce Conseil. Dans sa vision, cette structure ne reflète pas une séparation des pouvoirs, mais un prolongement direct du pouvoir exécutif. Ce rejet a suscité chez lui une inquiétude plus profonde. Même face à une telle exclusion d'un candidat majeur, les voix de nombreux acteurs politiques sont restées étonnamment silencieuses. Il observe que certains, au lieu de dénoncer, ont semblé se réjouir de la mise à l'écart d'un concurrent qui aurait pu leur poser problème. Ngachou ne se limite pas à une critique des personnes. Il attaque un système qu'il juge verrouillé. Dans son analyse, la présence de figures comme Clément Atangana à la tête du Conseil constitutionnel garantit à l'avance l'issue du scrutin, une victoire du candidat soutenu par le pouvoir actuel. Il pose la question frontalement. Dans ces conditions, peut-on réellement espérer un verdict favorable à l'opposition? Sa réponse semble claire. Tant que la structure de l'arbitrage électoral reste inchangée, les coalitions et alliances de l'opposition se révèlent. Peu importe la popularité d'un candidat ou l'étendue de son implantation territoriale, si l'instance de validation des résultats est perçue comme partiale, le résultat final risque de ne jamais refléter la volonté populaire. À travers ce discours, il envoie aussi un avertissement à l'électorat. Ne pas se laisser bercer par l'illusion d'une compétition équitable quand les règles du jeu semblent dictées par une seule partie. Ce n'est pas un appel au désespoir, mais une invitation à réfléchir aux conditions préalables d'un véritable changement politique. Ce débat mérite que chacun y prenne part. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vous intéressez à l'avenir du Cameroun. Alors, prenez un instant, abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses, laissez un commentaire pour partager votre avis, et partagez cette vidéo pour que cette discussion dépasse le cercle restreint des initiés.
Gatshu évoque aussi la crainte d'un scénario où l'image même du président, et non sa présence réelle, devienne le visage de la campagne et du pouvoir. Une idée qu'il exprime avec ironie. Quand une photo gagne une élection, expliquez-moi comment. Cette formule, au-delà de l'effet de style, traduit une frustration face à ce qu'il perçoit comme un déficit de transparence et d'engagement direct du leader en place. Ce point est essentiel. Il illustre le sentiment que, dans certains contextes, le processus électoral peut être réduit à une formalité destinée à confirmer un choix déjà arrêté en coulisses. Une telle perception, qu'elle soit fondée ou non, mine la confiance dans les institutions et nourrit l'abstentionnisme. Mais la critique de Michel Gatshu ne s'arrête pas à la présidence. Elle s'étend aux médias, aux organisations internationales et même aux plateformes numériques qu'il accuse de limiter la liberté d'expression de certains activistes. Il mentionne la suppression de pages sur les réseaux sociaux, qu'il interprète comme une stratégie pour réduire au silence les voix critiques. Ces accusations soulèvent deux questions fondamentales. La liberté d'expression est-elle garantie pour tous dans le débat politique? Comment protéger l'intégrité de l'information dans un environnement polarisé? La suite de son discours prend une tournure plus directe. Pour lui, aller aux élections dans ces conditions, c'est participer à un processus déjà joué d'avance. Il plaide donc pour un boycott massif, non par désintérêt pour la politique, mais par refus de cautionner un système qu'il juge biaisé. Pour Michel Gatshu, l'argument central est simple. Un match truqué ne se joue pas, il se dénonce. En d'autres termes, participer à une élection dont l'arbitre est déjà soupçonné de partialité, c'est offrir une légitimité à un résultat prévisible. Il s'appuie sur l'exemple du rejet de la candidature de Maurice Kamto pour illustrer sa thèse. Ce cas, selon lui, démontre comment le cadre institutionnel actuel ne permet pas à tous les acteurs politiques de concourir sur un pied d'égalité. Dans ce raisonnement, il insiste sur un point crucial, l'illusion du changement par les urnes. Les coalitions, même larges et médiatisées, ne changeraient pas la donne si le pouvoir de décision finale reste concentré entre les mains d'un petit cercle acquis au régime. Ici, sa critique n'épargne pas les leaders de l'opposition qu'il juge trop confiants ou naïfs face à cette réalité. Il évoque aussi la tendance des alliances opportunistes où l'objectif principal n'est pas forcément le changement profond du système, mais l'accès ponctuel au pouvoir ou à une visibilité médiatique. Pour lui, cette stratégie entretient un jeu politique superficiel qui laisse intactes les racines du problème. Ce constat mène à une réflexion plus large. Qu'est-ce qu'une démocratie si le résultat électoral ne reflète pas la volonté réelle du peuple? La démocratie ne se limite pas à organiser un vote. Elle exige un processus transparent, des institutions indépendantes et un accès équitable à la compétition. Gatshu met également en avant la force territoriale du MRC, qu'il considère comme le deuxième parti le plus implanté après le RDPC. Il souligne que malgré cette implantation, l'exclusion de son leader affaiblit lourdement la représentativité du scrutin. Cette observation pose la question de la légitimité des élections si certains acteurs majeurs en sont exclus pour des raisons controversées. Il va même plus loin, en accusant un ensemble d'institutions nationales et internationales d'être alignées sur les intérêts du pouvoir en place. Le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, l'armée, les médias publics et même certaines instances de l'ONU. Ce type d'affirmation interpelle, car il dénonce non seulement un problème interne, mais aussi un soutien extérieur implicite au statu quo. Dans sa logique, tant que cet environnement perdure, l'élection n'est pas une voie crédible vers l'alternance. D'où son appel radical, boycotter le scrutin. Non pas par indifférence, mais comme un geste politique destiné à délégitimer un processus jugé inéquitable. Cette position suscite évidemment des débats. Certains estiment qu'un boycott laisse le terrain libre au pouvoir en place. D'autres pensent qu'il envoie un message fort à la communauté nationale et internationale. Quoi qu'il en soit, il pose une question que tout citoyen camerounais doit se poser. Comment obtenir un changement réel dans un cadre verrouillé? Et c'est précisément pour ce type de débat que cette vidéo est importante. Vous qui regardez en ce moment, prenez quelques secondes. Abonnez-vous pour rester informé, commentez pour donner votre point de vue et partagez cette analyse pour que la discussion soit la plus large possible. Gatshu, dans son discours, ne se contente pas d'une analyse technique, il injecte aussi une dimension émotionnelle. Il rappelle le prix payé par ceux qui, depuis 2018, ont contesté les résultats et défendu une vision différente pour le pays. Emprisonnement, exil forcé, pertes humaines. Ce rappel vise à montrer que le débat électoral n'est pas abstrait, mais qu'il touche directement la vie et la liberté de nombreux citoyens. Enfin, il s'interroge sur les nouveaux visages politiques apparus récemment, parfois à quelques mois du scrutin. Il y voit des manœuvres qui pourraient être téléguidées par le régime pour fragmenter l'opposition ou détourner l'attention des enjeux centraux. Cette méfiance traduit un profond déficit de confiance dans la classe politique.
y compris dans ce segment qui se présente comme alternatif. Dans la suite de son intervention, Michel Ngatsou cible plus directement certaines figures de la scène politique camerounaise. Il mentionne Issa Chiroma Bakary, un ancien ministre aujourd'hui candidat déclaré à la présidentielle de 2025, qu'il accuse d'entretenir dans son entourage des personnalités à la réputation controversée, dont certaines sont soupçonnées de pratiques régionalistes ou tribalistes. Pour Ngatsou, ce genre de fréquentation interroge sur la sincérité des discours d'unité et de changement que ses leaders prétendent défendre. Cette critique n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un contexte où le tribalisme, réel ou perçu, reste une fracture sensible au Cameroun. En pointant du doigt ce genre de contradiction, Ngatsou alerte sur le risque que des ambitions personnelles se drapent dans des promesses de réconciliation nationale tout en reproduisant des logiques excluantes. Il ne s'arrête pas là. Bello Bouba Megari, autre figure historique, est également visé. Ngatsou rappelle son long parcours politique. Membre de l'administration sous Amadou Ahidjo, puis acteur clé pendant les décennies Paul Biya. Pour lui, cette longévité au cœur du système soulève une question légitime. Peut-on réellement incarner le changement après avoir passé plus de 40 ans au service du régime en place? L'argument qu'il développe ici est clair. Si l'on veut rompre avec un système, il faut aussi rompre avec les figures qui l'ont incarné pendant des décennies. La transition ne peut pas être confiée aux mêmes mains qui ont contribué à maintenir l'ordre existant. Et c'est là qu'intervient sa vision du boycott comme stratégie politique. Pour Ngatsou, refuser de participer au scrutin serait une manière de délégitimer non seulement le processus électoral, mais aussi les candidatures qui, selon lui, ne représente qu'une alternance de façade. Ce boycott aurait pour but d'envoyer un signal fort. Sans réforme structurelle, il n'y aura pas de participation massive et volontaire du peuple. Bien sûr, une telle position divise. Certains craignent qu'en ne votant pas, les citoyens abandonnent le terrain à ceux qu'ils critiquent. Mais Ngatsou répond à cela en expliquant que participer à un jeu truqué, c'est accepter ses règles. Pour lui, il vaut mieux refuser la partie et concentrer les efforts sur la remise en cause du système, plutôt que de légitimer par sa présence une élection déjà gagnée par avance. Au passage, il glisse aussi une remarque acerbe sur certaines coalitions en formation, qu'il qualifie de conneries. Derrière ce mot abrupt, il y a l'idée que ces alliances sont souvent éphémères, mal préparées et fondées sur des calculs personnels plus que sur un projet politique solide. Ce point nous ramène à un enjeu central, la cohérence. Une opposition fragmentée, hésitante, parfois incohérente dans ses alliances, offre un avantage considérable à un pouvoir bien structuré et rodé à la conservation du pouvoir. Et c'est ici que votre rôle, en tant qu'auditeur de cette analyse, prend toute son importance. Vous pouvez participer à ce débat. Commentez pour donner votre avis, abonnez-vous pour suivre la suite de cette réflexion, et partagez cette vidéo pour que la discussion s'étende bien au-delà de ce cercle. Plus le débat est large, plus les chances d'un véritable changement augmentent. Ngatsou termine cette partie de son discours en lançant une question ouverte. Les Camerounais doivent-ils aller voter ou pas? Cette question, il ne la pose pas seulement à ses soutiens, mais à l'ensemble de la population, comme pour provoquer une introspection collective. Dans sa bouche, ce n'est pas une invitation à l'indifférence, mais un défi lancé à la conscience citoyenne.